Alors pour conclure, simplement, je dirais avec Saint Paul, ils sont inexcusables. Youhou! Vous connaissez peut-être l'abbé Framand. Personnellement, je ne le connaissais pas et je l'ai découvert grâce à la Tronche en Biais, qui en avait fait une émission, la Tronche en Fake, la première, la 1.1 et la 1.2, dans laquelle ils expliquaient en quoi le discours de l'abbé, prétendument scientifique, invalidait la théorie de l'évolution. C'est donc un discours scientifique créationniste. Et la Tronche en Biais doit toujours nous faire le 1.3 et le 1.4. Toutefois, ils ont annoncé qu'ils ne voyaient pas l'intérêt de faire la suite. Ils estimaient qu'ils avaient fait le tour du sujet en démontrant que le discours de l'abbé, soi-disant basé sur des faits scientifiques, ne tenait pas la route. Toutefois, nous sommes plusieurs, moi y compris, à attendre une suite. Donc je ne vous propose pas la suite, le tranchant fake 1.3, mais une suite parmi d'autres qui pourrait être faite. Et donc nous allons reprendre là où s'en était arrêté l'émission. Les intermédiaires qu'on a essayé de trouver, ils sont rares, voire même inexistants, et les quelques-uns qu'on a trouvés, beaucoup, se sont révélés comme faux, comme être des escroqueries connues. Alors il y a le fameux homme de Piltdown qui est plus que connu, on l'a découvert en 1913, c'est visiblement un crâne humain avec une mâchoire de singe. C'était donc le Michelin manquant, l'intermédiaire entre le singe et l'homme. Alors, l'intermédiaire entre le singe et l'homme. Donc il y aurait un intermédiaire, il y aurait les hommes, il y aurait les singes, et puis une forme qui serait un mi-homme, mi-singe. Donc nous parlons là de généalogie. Si on retourne les représentations, c'est dans l'autre sens, c'est le fameux homme qui descend du singe. Toutefois, en science, nous ne faisons pas de généalogie, nous faisons de la phylogénie. C'est-à-dire que nous déterminons des caractères partagés par les espèces, et notamment, plus les espèces ont des caractères communs, partagés, plus ces espèces sont proches. Ainsi, l'homme et le chimpanzé sont les deux espèces qui partagent le plus de caractères entre elles. Du coup, on va en déduire l'existence d'un ancêtre commun, qui possède tous les caractères présents chez l'homme et le chimpanzé. À partir de l'ensemble de ces caractères, nous allons pouvoir donc définir des groupes, c'est-à-dire des ensembles d'espèces chez qui on va trouver des caractères innovants qui définissent ce groupe. Donc nous avons cet ancêtre commun ici qui est représenté en jaune. Voilà, on ne sait pas ce que c'est cet ancêtre commun. En effet, nous ne considérons pas que c'est une espèce actuelle, ni une espèce fossile passée, parce que nous déterminons qui est proche de qui, nous ne déterminons pas qui descend de qui. Donc ici, le discours créationniste, l'homme descend du singe, ici avec Darwin en singe, non, c'est faux. On n'est pas capable de réaliser de généalogie complète depuis ici les primates. Par contre, nous sommes capables de reconstituer des degrés de parenté facilement, en se basant sur des caractères actuels. Vu que le problème, c'est les caractères passés, des données du passé qui n'existent plus, qui ont été perdues. Donc ici, dans ma phylogénie, j'ai donc mes groupes qui sont représentés au niveau de l'arbre phylogénique, avec un ancêtre commun à la base de chaque groupe. Mais si je retire cet arbre, je retrouve ma classification du vivant, que j'ai étudiée au collège par exemple. Donc nous faisons des boîtes dans lesquelles nous allons mettre des êtres vivants et d'autres boîtes, et ces boîtes sont définies par des caractères partagés par tous les êtres vivants présents dans cette boîte. Ainsi, nous, hommes, nous sommes des hominoïdes parce que nous possédons entre autres un coccyx. Mais nous sommes aussi des cathariniens parce que nous avons les narines rapprochées et des orbites fermées. Nous sommes aussi des primates parce que nous avons des pouces opposables et des ongles. Et enfin, nous sommes des mammifères parce que nous avons des poils, nous avons des pavillons d'oreilles et nous avons des glandes mammaires, comme le chat. Du coup, dire qu'il y a un intermédiaire entre l'homme et le singe, ça n'a pas de sens. Déjà parce que singe, c'est ce qu'on appelle un groupe, c'est un ensemble d'espèces, et que les espèces, elles, sont des ensembles d'individus. On ne peut pas avoir d'intermédiaire entre un groupe et une espèce. Ensuite, certains vont définir singes comme étant des hominoïdes, d'autres vont définir les singes comme étant les primates, ou encore comme étant des simiiformes. Mais à chaque fois, quelle que soit la définition qu'on va donner à singe, nous appartenons à ce groupe parce que nous possédons les caractères de ce groupe.
Donc il est faux de dire qu'il y a un intermédiaire entre l'homme et le singe, vu que l'homme est un singe. L'ancêtre commun dont on parle n'est pas un fossile. L'ancêtre commun, c'est simplement la conséquence d'un raisonnement logique. C'est un être virtuel, un être hypothétique. On ne dit pas de quel raisonnement il s'agit. Il s'agit d'un raisonnement scientifique. Les fossiles ne sont pas les ancêtres communs parce qu'ils sont considérés comme des êtres vivants actuels. Et en plus, c'est scientifique parce que ces ancêtres communs, qui ont donné des arbres phylogénétiques, ces arbres ont été testés, vérifiés par des méthodes statistiques ou par des prédictions historiques, en indiquant qu'on devrait trouver tel fossile dans telle couche géologique à telle époque. Donc non, ce n'est pas une hypothèse, les arbres phylogénétiques qui nous sont présentés, avec leurs ancêtres communs, ce sont des arbres théoriques qui ont passé l'épreuve du test. If your elitist East Coast evolution is real, why has no one found the missing link between modern humans and ancient apes? We did find it. It's called Homo erectus. Then you have proven my case, sir. For no one has found the link between apes and this Homo erectus. Yes, they have. It's called Homo habilis. Aha! But no one has found the missing link between ape and the so-called Homo habilis. Yes, they have. It's called Australopithecus africanus. Oh, I've got you now. Fair enough. But where, then, is the missing link between apes and this Darwinius Massalae? Voilà le problème. Si on suit un raisonnement en cherchant des intermédiaires et des chaînons manquants, c'est une course sans fin. C'est ici illustré dans Futurama, où le professeur Farnsworth, à beau être scientifique, se trompe parce qu'il suit le même discours. Le génome manquant est un concept qui a été abandonné parce que c'est une conception finaliste. Ça nous dit qu'une espèce est consciente de l'espèce future à venir et va donc prendre les formes intermédiaires qui vont permettre de passer d'une espèce passée à une espèce future. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Non, le discours scientifique, c'est que nous avons une diversité qui apparaît au fur et à mesure, mais en aucun cas une espèce passée sait vers quoi elle va tendre. Il n'y a pas de nécessité. Du coup, notre homme de Piltdown. Donc Franz Wedernich. Oui, alors moi aussi je me trompe sur la prononciation, je n'en doute pas un instant. Donc dans les années 20, il a pu analyser le crâne et la mâchoire, et il est arrivé à la conclusion déjà que c'était du orang-outan au niveau de la mâchoire et un crâne humain moderne. Plus précisément, au début des années 20, déjà Pierre Teilhard de Jardin nous disait qu'il fallait raisonner jusqu'à nouvel ordre, comme si le crâne de Piltdown et la mandibule appartenaient à deux sujets différents. Ce qui peut paraître un peu bizarre, parce que lui, a priori, est intervenu pour découvrir la dent en 1916. Poul Marcelin et Gerrit Smith-Myler, en 1915, déjà, faisaient remarquer, d'après leur expérience et de ce qu'ils avaient observé des publications, que c'était sûrement un crâne humain et une mâchoire de singe. Donc très rapidement, le crâne a été découvert en 1908 par Dawson, la publication a eu lieu en 1911 par Woodward. Très rapidement, s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Un doute dès 1915, confirmation du doute dès les années 20, en 1949, une confirmation par une méthode de datation au fluor, en 1952-1953, une confirmation au niveau de l'usure des dents, on s'est rendu compte que c'était une usure artificielle, et en 1959, donc par la datation carbone 14. Donc on avait dit qu'en 1959, on s'est rendu compte que c'était faux. Non, on savait que c'était faux dès les années 20 même. Alors du coup, ça nous montre qu'il n'y avait pas de consensus et que c'est surtout une histoire de science. La méthode scientifique est basée sur la réfutation, le jugement par les pairs. Ici, les pairs ont jugé, sont arrivés à la conclusion que c'était un faux. C'est une démarche normale de la science. Détail amusant, quand l'abbé nous dit que le découvreur en 59 a dit que parce qu'il trouvait pas qu'il a inventé, Dawson est mort en 1917, Woodward en 44. Du coup, soit on fait du vaudou, soit il faut admettre qu'il y a un problème dans le discours de l'abbé. Donc soit on s'est rendu compte très tôt que c'était un faux et on leur a demandé de leur vivant, soit c'est de la fantasmagorie, ni plus ni moins. Woodward et Dawson se trouvent en haut à droite, ça doit être Dawson dans la partie gauche et Woodward dans la partie droite. Et sinon, plus de détails dans le pouce du panda de Stephen Jay Gould. Pareil qu'on n'a pas d'intermédiaire, sauf que ici nous avons toute une série de formes intermédiaires. Ça ne me dérange pas de parler de formes intermédiaires, ce sont des formes. Ce qui m'embête, c'est de parler d'intermédiaires. Donc ce ne sont pas des intermédiaires, parce qu'on fait de la phylogénie, donc toujours pas de généalogie,
Mais ce sont des formes intermédiaires. Si je regarde ici, je suis dans le groupe des cynodontes et on peut voir la formation de la mâchoire de mammifère qui va donner le groupe des mammifères. Les mammifères ont une articulation entre le dentaire et le squamosal pour la mâchoire, là où les premiers fossiles de cynodontes ont une articulation entre le carré et l'articulaire. Donc deux articulations différentes pour une mâchoire au niveau de l'analyse des crânes. Et encore mieux, avec Diarthrognathus, on retrouve à la fois l'articulation des cynodontes, mais aussi l'articulation des mammifères, ce qui est bien une forme de transition. Mais c'est pas tout, on a aussi les oiseaux. On voit chez les oiseaux, d'après les registres fossiles, qu'on a une acquisition des plumes bien avant les dinosaures à plumes existaient, et on voit que du coup, les oiseaux sont des dinosaures. Les dinosaures n'ont pas donné les oiseaux, et ont disparu. Non, les dinosaures, on en a encore de nos jours, ce sont les oiseaux. Et les plus drôles, il y a beaucoup plus d'espèces d'oiseaux que d'espèces de mammifères. Mais c'est pas tout, on a aussi des formes intermédiaires au niveau des tétrapodes terrestres, avec une série où on voit les transformations qui ont opéré au niveau du crâne, et des nageoires antérieures, avec l'acquisition de doigts à partir de nageoires charnues. Je me laisse avoir en tant que créationniste parce que je ne tiens pas compte des faits et des archives géologiques. Le sujet est extrêmement bien renseigné. On a aussi le fameux homme du Nebraska, découvert en 1922. On a trouvé une dent. Visiblement, ce n'était pas une dent de singe, ce n'était pas une dent d'homme, c'était vraiment l'intermédiaire. Et à partir de cette dent, on a raconté en détail la vie du chaînon manquant, de cet homme qui était mi-homme, mi-singe. Alors non. L'auteur de cette publication parlait de primates supérieurs, il n'a jamais parlé de homo. Donc un vaste ensemble de groupes et d'espèces qui ne correspondent pas forcément à un homo. Soit dit en passant, nous avons le retour du génome manquant. Ce n'est pas une dent intermédiaire, c'est le dent d'une espèce fossile. La découverte de la dent a été faite par Harald Cook en 1917. Ça a été publié en 1922 par Osborne, mais donc, en plus de dire que c'est un primate supérieur et pas un homo, il a quand même précisé qu'il avait de sérieux doutes parce que les dents étaient extrêmement usées. Et que du coup, il demandait à la communauté scientifique de faire son travail de communauté scientifique, de vérifier ce qu'il disait, en continuant les recherches dans les strates du Nebraska, mais aussi en vérifiant que ce sont bien les dents d'un primate supérieur. Alors l'ironie dans l'histoire, c'est que le même Harald Cook qui a découvert ces dents disait dans un ouvrage que les molaires de ce genre de pécari, de cochon, montrent qu'une ressemblance étonnante avec les anthropoïdes. Toute personne non familiarisée pourrait facilement prendre l'une pour l'autre. Il s'est fait avoir. Il connaissait le piège et il est tombé dedans à pieds joints. Alors, au passage, les dents. Ici, vous avez un dessin qui représente donc les dents qui ont été découvertes au Nebraska, attribuées donc à un primate supérieur. Et en dessous, les dents qui correspondent pour les Homo sapiens. Alors, les pointillés représentent les parties manquantes. Avec que les éléments présents, on peut se tromper. Et là encore, c'est un fonctionnement normal de la science. Puisque c'est la méthode scientifique qui a permis en 1927 de rétracter la publication. Quant au dessin, en effet, je vais être d'accord, le dessin c'est n'importe quoi. Et pour cause, donc la faute revient à Amédée Forestier, un dessinateur, et J. Elliott Smith, un conservateur ou un biologiste anglais, qui se sont un peu emportés. Du moins, J. Elliott Smith s'est emporté, a traduit ça par homo, et a demandé au dessinateur de faire son travail à partir des dents, sauf qu'avec seulement les dents, le dessinateur s'est inspiré de ce qu'il avait déjà fait pour d'autres genres de homo. Et Osborne, la personne qui a découvert, qui a publié plutôt, sur les dents, reconnaît lui-même que c'est une restitution de ce type n'est guère qu'un produit de l'imagination et n'a aucune valeur scientifique, dans la mesure où elle est sans aucun doute complètement inexacte. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a pu raconter comme bêtises dessus, mais on a des articles avec la famille entière représentée, etc. Eh bien, première bêtise, ce serait de dire que ce fossile de dents, cet homme du Nebraska, serait un Homo erectus, comme sur l'image de l'abbé. L'autre bêtise serait de considérer que la publication du Times en couleur comme ça daterait de 1922. L'autre bêtise serait de dire que ce fossile serait un intermédiaire entre le singe et l'homme.
Voilà des exemples de bêtises qui auraient pu être dit dessus, à tout hasard. Et généralement, c'est la tête que fait un créationniste quand vous lui faites cette remarque. Là aussi, si vous voulez creuser, dans La foire aux dinosaures, Stephen Jay Gould revient sur cette histoire. On a trouvé récemment, c'était en 2001, une baleine marchante, une baleine à 4 pattes. Et de l'avis même des évolutionnistes, elle n'avait de baleine finalement que le nom, parce qu'en fait c'était un mammifère. Bah oui, voyons. Cet ancêtre supposé est un mammifère qui marche avec 4 pattes, alors que la baleine, elle nage avec des nageoires. Donc forcément, l'un ne peut pas descendre de l'autre, c'est juste impossible, voyons. Eh bien, regardons. Ce squelette porte un squelette de poisson, d'actinoptérygien. La nageoire du poisson est formée d'actines, de rayons osseux, alors que la nageoire de baleine est formée de 4 doigts, prolongés par un radius cubitus, prolongé par un numérus, qui s'insère au niveau des omoplates. J'observe aussi la présence de côtes, un bassin qui traîne dans les muscles de la baleine, et le cou sépare les omoplates du crâne. Autant de caractéristiques que je ne retrouve pas chez le poisson. Donc déjà, ma baleine nage, mais en tout cas ma baleine n'est pas un poisson. Alors en même temps, hein, spoiler, la baleine a des poumons. Du coup, pour la baie, vu que la baleine peut pas être un mammifère, parce que la baleine nage alors que les mammifères marchent, donc forcément, il ne peut pas y avoir d'évolution. Alors, petit détail, ma baleine a des glandes mammaires. Ma baleine est donc un mammifère, vu qu'elle possède les caractéristiques des mammifères, au moins une, celle qui a donné le nom au groupe, les mamelles. Il y a de nombreuses erreurs comme ça qui ont été manifestées. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la recherche d'une trace, d'un ancêtre, d'un intermédiaire, et qu'on ne trouve pas. Ce n'est pas une erreur de dire que la baleine est un mammifère, déjà. Quant à ces intermédiaires qui n'existent pas et qu'on ne trouve pas, voilà, un petit échantillon d'intermédiaires qui n'existent pas. Au passage, l'analyse génétique de la baleine nous indique qu'elle est proche de Boltorus et de Hippopotamus, par rapport à des espèces actuelles. Donc la baleine fait partie du groupe des animaux qui se déplacent sur un nombre pair de doigts. La baleine est un cétartiodactyle. Donc du coup, le raisonnement de l'abbé de dire qu'il ne peut pas y avoir d'évolution parce que la baleine ne peut pas être un mammifère, c'est du bullshit. Si je regarde bien ma baleine actuelle, les espèces qui vivent maintenant, le squelette, c'est bien du mammifère terrestre marchand. Et du coup, si les paléontologues associent une espèce comme étant un ancêtre des baleines, parce que c'est un mammifère marchand, au final, oui, c'est complètement raccord, à cause de l'anatomie de la baleine. Dans la boîte mammifère, nous avons d'autres boîtes. Et le fait que la baleine appartienne à ces autres boîtes ne l'exclut pas des mammifères. Ça c'est cadeau pour ceux qui ne sauraient pas regarder un squelette de baleine. Alors ici, vous avez représenté un dinosaure, le Chelophysis, qui, en passant par l'Archéoptérix, a donné l'oiseau, un dinosaure volant. Et on affirmait que l'Archéoptérix était un dinosaure avec des ailes, des plumes, mais qui ne pouvait pas voler. Et donc c'était la preuve qu'il y avait bien des organes qui se fabriquaient tout seuls, qui restaient inutiles, et donc c'est la possibilité d'une évolution. Mais les dernières découvertes montrent que l'Archéoptérix est bien un oiseau, et qu'il volait. La disposition des plumes ne fait aucun doute. Cet animal volait, c'est bien un oiseau. Oui, mais non. Les oiseaux ne sont pas définis par la capacité à voler. Pour preuve, dans l'ordre horaire, nous avons en haut un kiwi, des autruches, un émeu, un casoar et un manchot.
un manchot je ne sais pas quoi, mais un manchot. Ce qui fait que ce sont bien des oiseaux, mais ils ne volent pas. Il est faux de dire que est oiseau tout ce qui vole. Pour preuve, vous reconnaissez une chauve-souris qui est un mammifère volant, elle a des poils, des mamelles, des pavillons d'oreilles, mais aussi une libellule, je ne saurais dire quel groupe c'est exactement, je suis très mauvais en classification des hexapodes. Toutefois, c'est un hexapode, elle a 6 membres uniramés, et en dessous, un dragonfly, un lézard qui a la caractéristique de pouvoir tendre certaines côtes, et donc d'étendre des ailes qui lui permettent de planer. Et pourtant, c'est un lézard d'idées, ce n'est pas un oiseau. Donc le raisonnement de dire que Archaeopteryx est un oiseau parce qu'il vole est faux. Archaeopteryx est bien un oiseau, c'est toutefois pas un oiseau moderne. Et ce qui ne va pas faire d'Archaeopteryx un oiseau moderne, c'est que Archaeopteryx n'a pas de bec sans dents, il a des dents, il n'a pas de bréchet, il n'a pas de pygostyle, il a encore des doigts avec des griffes au niveau des membres antérieurs, et ce qui fait que c'est un oiseau, c'est qu'il a un os fourchette et un hallux. Donc il a quelques caractéristiques qui le définissent comme oiseau. Os fourchette, donc c'est les clavicules qui ont fusionné. Vous connaissez sûrement les os fourchettes parce que quand vous dépiotez un poulet, vous avez l'os fourchette qui est présent. On s'amuse à les casser chacun de son côté, ça va voir qui va avoir un vœu. Comme dans Bloody Mallory, j'aurais dû mettre ce film. Et il a aussi un hallux, c'est-à-dire un orteil opposé par rapport aux 3 autres, avec une griffe. Par contre, Archaeopteryx n'est pas un oiseau moderne parce que il a encore des doigts avec des griffes aux membres antérieurs et il a encore une queue. Mais on remarquera que de toute façon, j'y ai déjà pensé, mais l'abbé a un problème avec les queues. Ça, notez-le quelque part. Voilà. Quant à dire que Célophysis a donné l'Archaeopteryx qui a donné le poulet, c'est de la généalogie. Non. Je ne sais pas si Célophysis a donné directement l'Archaeopteryx, parce que le problème c'est qu'il faut qu'il ait l'acquisition de 2 caractères, tout comme c'est faux de dire que Archaeopteryx a donné le poulet, parce que là aussi il y a encore plusieurs caractères. Notre abbé lit un document d'un livre de SVT qui est une phylogénie, en le comprenant comme une généalogie. Donc le document est bon, il est scientifique, c'est le commentaire qui est faux. L'idée c'est de dire que l'Archaeopteryx est un oiseau, donc l'oiseau descend de l'oiseau, du coup, il n'y a pas d'évolution vu que l'oiseau c'est un oiseau. Non. Dans le groupe des oiseaux, il y a plusieurs boîtes, plusieurs sous-groupes, avec des innovations, des caractères nouveaux, par rapport à des caractères ancestraux. Donc si on vient le représenter, ici nous avons un arbre phylogénétique. Donc les plumes sont apparues bien avant le groupe des apes, des oiseaux, qui est ici caractérisé par la présence de bras allongés. Quant à nous dire que les ailes sont des organes qui sont inutiles et qui sont apparus comme ça, parce qu'il y a des organes inutiles qui vont ensuite devenir utiles, non. Là aussi c'est faux. Du coup, on va parler de l'exaptation, qui a été présentée par Vbra et Gould. Donc au sujet des dinosaures, nous savons que les dinosaures ont des plumes, donc rien n'interdit à ces dinosaures d'avoir une sélection sexuelle. On connaît l'histoire avec le pan qui pavane, il dresse ses queues caudales pour pouvoir draguer les femelles et donc se reproduire plus facilement que ceux qui auraient une toute petite, des plumes toutes moches. Et du coup, le caractère va se renforcer au fil des générations. Donc pour les dinosaures, on peut penser que c'est ce qui s'est passé. Par sélection sexuelle, les caractères les plus extravagants, les plus importants ont été sélectionnés pour donner des individus qui avaient des plumes de plus en plus grands. Au point que la surface alaire ainsi obtenue a permis de faire un vol plané pour commencer. Et ensuite, avec une sélection naturelle, la surface alaire a encore augmenté, et nous avons eu des sélections de caractères qui ont permis le vol battu, avec cette histoire justement de torsion humérale qui permet de replier les membres. Sinon, une autre explication pourrait être la thermorégulation. Ça, c'est basé sur les travaux de Flowers sur les insectes, qui a montré que des excroissances qui permettaient la thermorégulation permettaient donc une gestion de la température et une évacuation de la chaleur, ou inversement, mais que plus la surface augmente, plus la régulation est efficace, jusqu'à un certain point où le gain de surface n'est pas profitable. À partir de la surface, on n'a pas de gain de thermorégulation, on commence à avoir par contre la possibilité de planer. Du coup, on a une sélection naturelle qui s'est effectuée sur la capacité à réguler sa température, qui est passée à une sélection naturelle sur la capacité à augmenter la durée du vol plané. Donc c'est ce qu'on appelle une exaptation. On recycle un organe.
Donc là, c'est totalement bouddhiste, hein, c'est les 3 singes. Le créationniste n'entend pas les explications, ne voit pas les données, les faits géologiques, les faits paléontologiques, et ne dit rien, si seulement.